Mesdames, Messieurs, bien bonjour aujourd'hui. Nana Samba Ouindou, elle est coordonnatrice de l'ONG Le Geste. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je le disais tout à l'heure, vous êtes coordonnatrice de l'ONG Le Geste. C'est quoi exactement cette ONG? Oui, l'ONG Le Geste, c'est une ONG où nous occupons essentiellement de la personne vivant avec handicap, mais en particulier les sourds. Et pourquoi nous avons bien voulu choisir les sourds? Parce qu'on s'est rendu compte que leur handicap était invisible. Et très souvent, comme le handicap est invisible, la plupart des gens les oublient. C'est comme ça que nous avons plus voulu focaliser notre attention sur cette catégorie de personnes. Alors, d'où vous êtes venu, vous particulièrement? Vous êtes une personne en forme, oui, d'avoir l'idée de prendre soin de ces personnes vivant avec handicap. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, nous le faisons par passion, mais cela est venu parce que, si je dois dire ainsi, c'était une directive venant des dieux. Si je dois donner la petite histoire, je me souviens en 2002, alors que je dormais, j'ai reçu une vision par rapport à cette catégorie de personnes. Il me sera peut-être très difficile d'expliquer exactement. Donc, nous le faisons par directive et aussi par passion. Donc, nous voulons aider cette catégorie de personnes parce que pour nous, c'est tout un appel, c'est tout un ministère et aussi parce que c'est ce que nous voulons. Donc, nous le faisons aussi par passion. Et ça fait combien de temps que cette ONG existe? L'ONG existe il y a très longtemps, mais d'une manière officielle, nous tendons vers notre 3e année. Donc, on a commencé vraiment d'une manière officielle depuis le 28 avril 2011. Et depuis lors, quelles sont les actions que vous menez pour les personnes qui n'entendent pas? Oui, actuellement, nous avons déjà notre centre d'alphabétisation où nous apprenons déjà le sourd à écrire et à lire le français. Parce que très souvent, beaucoup de gens se disent, est-ce qu'un sourd peut écrire? Évidemment, un sourd peut écrire. Et nous avons compris que la meilleure façon d'aider cette catégorie de personnes, on devrait d'abord commencer par l'alphabétisation. Parce qu'au fait, on peut aider quelqu'un à apprendre un métier, mais au moment où il ne sait pas écrire, c'est difficile. C'est très difficile. C'est comme ça que nous avons d'abord voulu commencer par l'alphabétisation. Nous avons lancé l'alphabétisation et actuellement, on se retrouve avec 30 personnes. Ce sont des sourds qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller à l'école. Des adultes alors? Des adultes, oui, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller à l'école normalement. Et nous le récupérons maintenant dans l'alphabétisation. Nous leur apprenons à écrire le français. Et en ce qui concerne la scolarisation, par exemple, est-ce que vous avez des actions dans ce sens-là? Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons l'alphabétisation, le centre d'alphabétisation. À part le centre d'alphabétisation, nous avons aussi le centre de la coupe et couture. Donc, ça veut dire qu'il y a des sourds qui ont opté, après avoir fini l'alphabétisation, ils ont opté à apprendre un métier et ils apprennent la coupe et couture. Et à part la coupe et couture, nous payons aussi des frais scolaires pour certains élèves sourds. En tout cas, cette année, on a un élève dont nous supportons qui va présenter les examens d'État. Mais je pense que le 23, il sera déjà en train de faire ses preuves d'examen d'État. Et pour cette rentrée scolaire, nous avons un projet où nous voulons d'ailleurs lancer des appels. Donc, nous avons un projet, nous voulons envoyer un plus grand nombre des enfants sourds à l'école. Parce que nous avons compris que très souvent, les parents qui ont des sourds ne savent pas qu'il y a des écoles spécialisées pour cela. Alors, nous voulons encourager en même temps les parents qui ont des sourds et en même temps les sourds qui veulent aller à l'école. Nous voulons les encourager. Parce que les messages par moment ne passent pas, on n'est pas informé qu'il y a des écoles très souvent, assez spécialisées et quand ils vont dans des écoles normales, il n'y a pas des conditions susceptibles de les permettre d'apprendre normalement les cours. Oui, c'est même cela qu'on s'est dit, en tout cas cette année, nous voulons sensibiliser un plus grand nombre de parents. Nous voulons dire aux parents qu'il y a des écoles spécialisées qui sont là et nous voulons vraiment dire que c'est possible, un sourd puisse commencer de la première primaire et arriver jusqu'en 6e primaire et présenter des examens d'État. Parce que nous avons un dont nous avons supporté les études et aujourd'hui, il est en train de présenter ses examens d'État. Mais finalement, ces personnes qui n'entendent pas, les malentendants, et quand ils finissent, il faut soit aborder un métier parce qu'ils ne vont pas être dans une profession normale, ça sera difficile. Oui, malheureusement, jusque-là, dans notre pays, c'est ça qui se passe. Mais sous d'autres cieux, en tout cas, aux États-Unis, il y a déjà des sourds qui sont avocats parce qu'il y a des structures qui sont bien établies pour cette catégorie de personnes. Mais malheureusement, en RDC, il n'y a pas encore ces structures-là. Et nous voulons d'ailleurs lancer un appel à toute personne qui dirige, en tout cas, que cette catégorie de personnes ont droit à l'éducation. Et c'est possible aussi, au-delà d'un métier. Moi, je
pense en tout cas quand un sourd a suivi, le banc de l'école normal, c'est possible d'aller de l'avant et c'est possible de faire d'autres métiers. Mais quelles sont par exemple les difficultés que ces personnes rencontrent dans la vie courante, les difficultés les plus fréquentes que vous dénoncez en tant qu'ONG qui s'occupe de cette catégorie des personnes? Très souvent, les difficultés majeures, c'est entre autres la communication. Il y a un problème de communication parce que déjà au niveau de famille, familles qui ont des sourds, très souvent on se rend compte que c'est difficile qu'une famille puisse apprendre la langue des signes. Et c'est déjà ça. Ça veut dire que déjà au niveau de la famille, il y a un problème de communication. Et aussi au niveau de la société, il y a un problème de communication. Les sourds sont sous-informés. Ça, c'est un exemple vraiment majeur. Ils sont sous-informés. Et très souvent, s'ils doivent suivre les informations ou des choses comme ça, ils doivent très souvent attendre 20 heures pour suivre une information et la comprendre. Donc on se rend compte que même dans les différentes chaînes de télévision, c'est très rare qu'on puisse insérer des interprètes. Et ce qui fait qu'au niveau de la communauté des sourds, ils sont sous-informés et là, nous disons en tout cas que c'est quelque chose que nous devons essayer d'arranger, de trouver des solutions par rapport à cela. Parce que lorsque une personne n'est pas informée, c'est difficile qu'il puisse être au courant de beaucoup de bonnes choses. Tout à fait. Et par rapport à ce manque d'information, est-ce que vous, par exemple, vous y apportez quelque chose de plus ? Oui, en tout cas, tout à fait. Par rapport à l'ONG Le Geste, nous avons aussi une branche où nous voulons encourager les parents des sourds. En tout cas, pour les sourds qui viennent dans l'ONG, nous encourageons le parent à apprendre la langue des signes. Et je peux vous rassurer qu'ils ne sont pas nombreux qui viennent pour apprendre. Ils peuvent commencer une session. Mais ce n'est pas aussi facile. Oui, je n'aimerais pas dire que c'est difficile, mais je me dis, lorsque nous avons un proche sourd, il faut faire cet effort-là. Et au-delà de cet effort-là, on peut encore dire à d'autres personnes qui sont intéressées à ce monde qu'on peut bien apprendre cette langue. Et vous-même, vous connaissez la langue des signes? Oui, tout à fait. Quand j'ai fini à l'université, je suis licenciée en économie. Quand j'ai fini, tellement que c'était ma passion, je suis allée apprendre la langue des signes auprès de catholiques au village Bondeko. Et c'est lui qui m'a appris la langue des signes. C'était un sourd, mais il n'est pas muet, parce que lui, il est devenu sourd à l'âge de 17 ans, donc il a pu garder le langage un tout petit peu. Donc j'ai appris la langue des signes auprès du village Bondeko. C'est vrai que je ne connais pas la langue des signes à la perfection, mais au moins de ce qui est basique, je peux communiquer avec un sourd. Et le sourd qui m'a appris la langue des signes, c'est lui qui est aujourd'hui le coordonnateur adjoint de l'ONG. Et à ce jour, on peut dire que vous existez déjà, vous disposez des partenaires nationaux ou vous avez des appuis extérieurs? Oui, jusque-là, on n'a pas encore de partenaires fixes, comme j'aime bien le dire. Mais au moins, il y a des sociétés, en tout cas de la place, qui nous aident très souvent, qui ont posé un geste par rapport à cette catégorie de personnes. Je me souviens pour le centre de la coupe et couture, on a reçu un sponsoring d'une grande société minière de la place et aussi pour la remise de kits scolaires, parce que nous remettons aussi des kits scolaires aux différents élèves qui étudient. Et là, nous avons un partenaire qui le fait en tout cas régulièrement. Mais on n'a pas de partenaire fixe. Ce sont des gens de bonne volonté, ce sont des entreprises qui peuvent se dire que non, on va poser un geste tel moment, à tel moment, et c'est comme ça qu'on essaye de faire beaucoup de bonnes choses. En termes de prise en charge, c'est quand même un travail assez délicat. Mais combien de gens exactement, combien de sourds vous prenez en charge au niveau de votre ONG? Oui, actuellement, pour le centre d'alphabétisation, les sourds sont au nombre de 30. Les enseignements, c'est gratuit. Nous-mêmes, nous supportons le paiement des professeurs. Et pour le centre d'apprentissage à la coupe et couture aussi, c'est pratiquement gratuit. On les aide. Nous supportons encore les paiements des professeurs. Et pour le paiement de frais scolaires, il y a des particuliers, en tout cas, qui nous aident. Parce que l'année passée, on a envoyé 3 élèves sourds à l'école. Il y a des particuliers qui mettent leur argent pour nous permettre de payer les frais scolaires. Donc, il y a quand même des gens de bonne volonté qui nous aident, pour ne pas dire que nous faisons tout seuls, non. Il y a des gens de bonne volonté qui nous aident à avancer avec ce travail. Et aujourd'hui, on peut dire que le geste existe, vous êtes déjà à pied d'œuvre, mais en termes de besoins, il faut dire qu'il y a encore d'énormes besoins pour pouvoir combler tout ce qui vous manque
pour l'instant. Et les sourds, on en compte en milliers en RDC. Comment vous faites pour la sélection de votre prise en charge? Oui, il faut dire que actuellement pour les sourds qui sont venus au niveau de l'alphabétisation et du centre de l'apprentissage à la coupe et couture, en tout cas, c'est vrai qu'ils sont nombreux, mais on sait toujours les aider. Surtout, nous, notre principe, c'est que quand tu commences une session, tu dois la terminer. Pour ceux-là qui viennent avec beaucoup d'absence, on fait c'est que nous puissions éliminer. Parce qu'ils sont tellement nombreux, on ne peut pas prendre tous les sourds de la RDC. Étant donné que nous n'avons pas assez de moyens, nous sélectionnons. Et pour les élèves dont nous payons le frais scolaire, le plus important, c'est que l'enfant doit ramener un bon résultat. Donc nous disons même aux parents, pour que nous puissions garder l'enfant, pour payer les frais scolaires de l'enfant, la règle d'or, c'est juste que l'enfant doit très bien travailler. Et c'est comme ça que nous encourageons d'ailleurs les parents qui ont des enfants sourds à aider les élèves, à aider leurs enfants à bien étudier. Parce que très souvent, un enfant sourd, quand même, il part à l'école, quand il revient, c'est difficile en fait. C'est difficile que les parents puissent au moins avoir la peine de relire son cahier parce que c'est dit, même s'il étudie après, qu'est-ce qu'il pourra faire? Or, c'est faux. Moi, en tout cas, je sais, pour mon coordonnateur adjoint, aujourd'hui, il est professeur au village Bondeko. Il a étudié, il a son diplôme d'État. Il est sourd? Il est sourd. Il est sourd. Vous voyez que non, c'est quelqu'un il est pratiquement indépendant. Moi, je me dis... Il a une famille? Il a une famille, oui, il a une famille. Moi, je me dis, c'est possible, lorsqu'un enfant sourd est allé à l'école, normalement, de faire beaucoup de choses dans la société. Alors, Nana, vous êtes sur le plateau de l'émission Femmes. Vous êtes une jeune femme avec beaucoup d'ambition. Est-ce que c'est toujours facile d'émerger dans la société en tant que femme? C'est pas toujours très évident d'émerger en tant que femme parce que en fait il y a plusieurs regards, hein. Il y a d'autres qui vous regardent peut-être différemment, il y a d'autres qui vous regardent avec mépris, mais il y a aussi d'autres qui vous encouragent dans ce que vous êtes en train de faire. Donc moi je me dis en tant que femme, c'est vrai que c'est pas évident, mais je me dis c'est pas le fait d'être femme qu'il faut croiser le bras, il faut pas seulement attendre que l'homme emmène ou fasse quelque chose pour la société. C'est possible en tant que femme d'aider aussi d'autres personnes à aller de l'avant. C'est comme ça que, en tout cas, pour moi, je me suis dit, je dois faire quelque chose pour aider cette catégorie de personnes. C'est par passion, comme vous l'avez dit au départ. Et est-ce qu'en termes des proportions, vous savez dire, vous avez plus des femmes sourdes ou plus d'hommes par rapport seulement à ceux-là ceux-là à qui vous avez votre attention, quoi? Non, actuellement, en tout cas, il y a beaucoup plus d'hommes, je me rends compte. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont dans l'ONG, il y a plus de sourds hommes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu l'opportunité de faire un statistique s'il y avait plus de sourds. Et de savoir pourquoi, qu'est-ce qui est à la base. Non, ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que dans l'ONG, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes sourdes qui viennent dans l'ONG. Et surtout à la maison, par rapport à la prise en charge, ne pensez-vous pas que la femme, en tant que mère dans les foyers, a une certaine responsabilité pour aider, accompagner, quand on a par exemple un enfant qui vit avec handicap, à garder le sourire, à mieux vivre en dépit de tout ce qu'on a comme souffrance? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la femme qui est habilitée à faire ce premier pas. Et même au niveau de l'ONG, c'est vrai quand les élèves viennent, très souvent ils sont accompagnés de leur maman. Hein. C'est difficile qu'une maman puisse abandonner son enfant sourd, quand même qu'il est sourd. Donc on se rend compte que la femme, quand bien même, je n'aimerais pas dire que les hommes ne viennent pas parce que... quand on a un enfant sourd, ils abandonnent. Non, je ne dis pas ça. Mais au niveau de l'ONG, en tout cas, très souvent, ce sont des grands-mères, ce sont des mamans qui viennent avec leur enfant sourd, qui vous approchent pour vous dire que non, on a tel enfant, tel autre, on vous a suivi à la télé, qu'est-ce que nous pouvons nous faire? Donc, c'est vraiment la femme. Et là, je me rends compte que la femme a un grand cœur. Et je me dis, en tout cas, en tant que femme, très souvent, ça me fait très plaisir quand c'est une maman qui vient avec son enfant. Et vous voyez que là, la relation est beaucoup plus directe parce que tu comprends la maman étant femme, étant maman, je sais comprendre comment est-ce que c'est pas évident d'avoir un enfant qui vit avec handicap. C'est vrai que j'ai peut-être pas un enfant qui vit avec handicap. Certains aussi ne réagissent pas forcément positivement. Il y a de ceux-là qui rejettent leur enfant. Qui rejettent aussi, oui. Très souvent, ce sont des jeunes dames qui rejettent. Et souvent, on se rend compte dans l'ONG, ce sont des grands-mères qui viennent avec les enfants. Ça veut dire quoi? Les générations changent et les comportements aussi changent?
Ça, je sais pas dire en tout cas, mais c'est que moi j'ai remarqué au niveau de l'ONG que très souvent ce sont des grands-mères en tout cas. Tu verras une maman qui vient avec un enfant de 8 ans et qui te dit que non, Ezako Konanga, je l'emmène parce que à Sotangaté, tout ça. Mais les jeunes mamans, c'est difficile. Jusque-là, j'ai pas encore vu une jeune maman qui ramène un enfant. Alors, en termes de perspective, quels sont vos projets aujourd'hui au niveau de l'ONG? Qu'est-ce que vous envisagez afin d'élargir votre champ, par exemple? C'est vrai que vous êtes seulement basé à Kinshasa. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai, actuellement, nous sommes encore au niveau de Kinshasa, mais comme vous avez dit, on a plusieurs objectifs. Nous voulons faire beaucoup de grandes choses. Donc déjà, nous voulons nous étendre au niveau de la République, de la RDC. Et à part ça, nous avons plusieurs projets, comme j'aime toujours le dire. On a des projets assez récents. Donc déjà pour cette rentrée scolaire, nous voulons envoyer un plus grand nombre d'enfants sourds à l'école. C'est vrai que l'année passée, on n'avait pas assez de moyens. On a dû juste envoyer 3 élèves au niveau des écoles spécialisées. Le centre d'alphabétisation fonctionnait normalement, la coupée couture aussi fonctionnait, mais on a juste payé les frais scolaires pour 3 élèves. Mais pour cette année, nous voulons vraiment payer les frais scolaires pour un grand nombre. Et pour le faire, c'est vrai, on ne peut pas le faire seul. On a besoin des gens de bonne volonté qui peuvent se dire non C'est pourquoi vous appelez le geste votre voilà, ONG. En fait, notre ONG, c'est le geste parce qu'on s'est rendu compte qu'on peut constater un fait, on peut constater un problème, mais le plus important, c'est de poser un acte, de poser un geste. Et très souvent, c'est les gestes que nous posons qui fait plaisir, qui rend un sourire peut-être à un sourd, qui peut-être dont les parents ne savaient pas, qui a perdu espoir, qui s'est dit que je ne pouvais pas aller à l'école. Mais lorsqu'on pose un acte, un geste, tu te rends compte qu'il y a ces sourds qui reprennent sourire. Aujourd'hui, comme moi, je vois Parfait qui présente l'examen d'État, il est très content. Donc, vous sentez que non, il peut vous emmener ses notes pour vous dire que non, on a tel examen. Vous sentez quelqu'un qui reprend l'espoir. Et moi, ça me fait toujours plaisir quand je sais voir un sourd sourire et ça me donne en tout cas de la joie. Ça vous donne de la joie. Au niveau de l'Église, vous avez vous apportez aussi votre contribution par rapport à cette catégorie de personnes. Oui, tout à fait. Au niveau de mon église, si les gens le remarquent en tout cas, au niveau de l'église La Borne, je suis à La Borne, nous essayons en tout cas d'interpréter nos prédications. C'est ce que nous faisons actuellement. Qui passent à la télévision d'autres pasteurs. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas encore booké c'est pas encore beaucoup de prédications, mais on est en train de faire un effort pour faire passer nos prédications aussi en langue des signes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'évangile n'est pas seulement pour des personnes qui entendent. Un sourd a aussi droit à l'évangile, à l'évangélisation. Moi, j'en connais un qui s'est plaint de dire qu'il n'allait pas à l'église parce que... c'est ça. Il ne captait pas le message, alors ça sert à rien d'aller suivre un message dont on ne sait pas cerner le contenu et il préfère rester à la maison. Voilà, malheureusement aussi, c'est pour ça que je voudrais lancer un appel à tous les pasteurs, à tous les dirigeants chrétiens. J'aimerais juste leur faire comprendre que les sourds ont aussi droit à l'évangile. Mais les interprètes aussi, on n'en compte pas nombreux. Non, non, madame, en fait, les interprètes sont là. C'est parce que les gens ne vont pas vers ce monde qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'interprètes. Il y a beaucoup d'interprètes. Il y a des associations des interprètes qui sont là. Il y a des structures bien élaborées qui sont en place. Moi, je me dis, c'est vrai, très souvent... Vous pouvez aussi frapper à la porte. Oui, tout à fait. Bon, tout ça, c'est ça. Des lobbying, des plaidoyers afin que la communication ça fait partie de différents objectifs que nous voulons lancer. En tout cas, nous voulons essayer aussi d'encourager tous ces interprètes aussi qui maîtrisent bien la langue des signes, d'aller vers les gens qui en ont besoin, surtout vers les églises, vers des chaînes de télé, en tout cas. Parce que moi, je me dis, les chaînes de télé, c'est là où nous recevons toutes les informations possibles. Oui. Imaginez-vous que sur B1, il y a des très belles émissions, mais dont les sourds, très souvent, ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas des interprètes. Moi, je me dis, les sourds pouvaient bien comprendre cette émission, mais au moment où il n'y a pas d'interprète, on se rend compte qu'ils sont bloqués quelque part. Et ce manque de communication, est-ce que ça crée un certain changement de comportement? Tout à fait. Au niveau, ça frustre ces sourds, où ils comprennent que c'est un système qu'il y a dans la société, il faut faire avec.
Tout à fait. Donc, moi, je pense en tout cas que ce problème de manque de communication, ça frustre beaucoup des sourds. Il n'y a rien qu'à voir au niveau des familles. Il y a des familles qui peuvent vous dire, il y a d'ailleurs des gens qui ont des préjugés, qui disent que les sourds sont méchants, qui disent que les sourds sont très nerveux. Oui, c'est faux. Oui. C'est un problème de communication en tout cas. Moi, depuis le jour où je suis entrée dans ce monde, on appelle le monde des sourds le monde du silence. J'ai appris la psychologie. J'essaie de comprendre comment ils sont. En fait, les sourds, quand tu connais juste des petits signes, ils n'ont pas besoin que tu connaisses la langue des signes à la perfection. Du moment où tu peux le dire bonjour en langue des signes, du moment où tu peux le dire des choses en langue des signes, vous vous rendez compte qu'ils sont très ouverts. Et c'est comme ça que moi, vraiment, j'encourage les parents qui ont des sourds d'apprendre la langue des signes, même le basique. Bonjour en langue des signes, comment vous le faites? Bonjour, c'est juste... Il y a des signes vraiment assez courant. Oui, universel, que nous, en tant qu'entendants, nous utilisons aussi. Il y a manger, il y a boire, tu peux faire comme ça, un sourd peut comprendre. C'est vrai qu'il y a des signes assez difficiles que je veux mettre là à faire, ça sera assez compliqué, mais comme ça, quand tu fais un sourd, il comprend que tu dis bonjour. Quand tu dis manger, c'est comme ça. Quand tu lui dis boire, c'est comme ça. Dormir, donc il y a des signes conventionnels que tout le monde peut comprendre. Et moi, je me dis, si on se donne la peine, en tout cas, d'apprendre la langue des signes, petit à petit, les sourds pourront enfin se sentir assez à l'aise. Donc, ça veut dire que la société dans laquelle nous vivons ne réunit pas forcément les conditions qui puissent les mettre à l'aise. Tout à fait, oui. Il y a vraiment beaucoup de choses où les sourds se sont très souvent vraiment écartés de la société. Et moi, c'est vrai que ça me fait souvent très mal quand un sourd vous dit « Non, j'aurais bien voulu comprendre ce que tel politicien a dit, mais on ne comprend pas. On reçoit toutes les informations bien après. » Et ça frustre. Il y a même des choses où des campagnes... Moi, je me dis, il y a même des fois des campagnes sur la santé. Il y a des trucs sur le sida, ou beaucoup de bonnes choses, mais on ne se donne pas la peine d'interpréter. Et très souvent, il y a des campagnes de vaccination. Je ne vois pas où on insère un interprète pour faire comprendre à la maman qui est sourde, qui a un enfant, qu'il faut emmener l'enfant vers des centres pour avoir son vaccin. Et par moment, les messages ne passent pas. Par moment, le message ne passe pas et les sourds comprennent bien après. Soit c'était des choses qui étaient déjà passées, ils vont comprendre après. Et moi, je me dis que ça, c'est un problème. Il y a quand même de petits problèmes comme ça qu'on peut trouver de petites solutions. En tout cas, ça ne va pas demander beaucoup d'argent. Lorsque des pubs passent, lorsque de messages de sensibilisation passent, si on peut juste insérer un interprète à côté, moi je me dis que ça sera très bien. Donc c'est une question aussi des volontés par rapport à cette question des prises en charge ou d'avoir une attention assez particulière à ces sourds. Nana, j'aimerais quand même revenir à des questions de gender. Aujourd'hui, vous êtes une femme qui travaille, vous êtes dans le monde professionnel, et il vous est facile, par rapport aussi à votre ONG, de travailler avec des hommes ou plus facile de travailler avec des femmes que des hommes? C'est les deux, en tout cas. Je travaille en même temps avec les hommes et les femmes. Le coordonnateur adjoint, c'est un homme. Bon, moi, je me dis, j'ai vraiment pas assez de problèmes. Mais au niveau professionnel, c'est vrai que très souvent, on se rend compte que les hommes, ils ont toujours un regard assez bizarre par rapport à la femme. Très souvent, d'autres hommes, je ne dis pas tous les hommes, il y a des hommes qui pensent que quand une femme arrive dans tel poste, parce qu'elle a fait telle chose. Mais c'est faux. J'ai l'impression aussi que les femmes ont donné aux hommes. Malheureusement, en fait, c'est l'impression. Et moi, je me dis, s'il faut lancer la balle, il faut lancer la balle de notre côté, du côté de la femme. Ça veut dire que la femme qui est en même temps épouse, qui est en même temps mère, qui est en même temps employée quelque part, doit savoir comment se comporter dans la société. Moi, en tout cas, avec mes collègues, c'est vrai que je ne suis pas très dure, mais au moins, ils savent que Nana aime ça. Il y a des limites. Il y a des limites par rapport à telle chose. Lorsque nous travaillons ensemble sur le plan professionnel, on doit rester professionnel par rapport à telle ou telle autre chose. Bon, très souvent, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons vraiment au milieu dans la société. Bon, je me dis, en tant que femme, il faut essayer de surpasser cela et d'être un modèle, en fait. Mais est-ce que la génération actuelle des jeunes filles a forcément compris qu'elle a beaucoup de défis à relever? Ce n'est plus cette femme qui restait à la cuisine, ce n'est plus cette femme qu'on considérait comme femme à donner des enfants. Aujourd'hui, la société attend beaucoup d'elle. Est-ce que quand vous observez un peu nos jeunes étudiantes, nos jeunes filles, elles ont compris ce message?
Oui, moi je pense que quand on observe aujourd'hui, en tout cas, on se rend compte que le message que la femme ne doit pas rester à la maison, doit travailler. Toutes les filles doivent aller à l'école. À l'école, c'est oui. bon, on a bel et bien compris, mais il y a comme un point où il y a d'autres qui ont compris, mais qui ont voulu un peu exagérer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, malheureusement, on se retrouve aujourd'hui, il y a des femmes peut-être qui sont en même temps épouses, mais en même temps qui travaillent. Et au niveau de la famille, on néglige. On veut il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Moi, je me dis, dans toute chose, en fait, c'est un problème d'équilibre. On peut en même temps avoir beaucoup d'ambition. Moi, j'ai beaucoup d'ambition, mais cela ne peut pas faire de moi une mauvaise épouse ou bien encore une mauvaise mère. Non, avec mes enfants, je sais bien les éduquer. Et avec mon mari, je sais bien en tout cas bien prendre soin d'elle. Et en tant que comptable, parce que je suis comptable quelque part, je sais aussi très bien faire mon travail. Et en tant que responsable d'une ONG, je sais quand même de mixer toutes ces choses, mais tout en restant équilibré. Parce que moi, je me dis, le plus important, c'est d'être équilibré. Lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'au niveau de société, au niveau des entreprises, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Parce que la femme n'était pas à sa place au moment où on l'attendait, certainement. Ça, c'est un grand problème par rapport à... Et surtout, une autre question, c'est par rapport à l'éducation des jeunes filles. Est-ce qu'elle occupe forcément la place dans la société? Est-ce que les filles, toutes sont à l'école comme on les attend? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas que toutes les filles sont à l'école. Bon, comme je suis dans une ONG de personnes avec handicap, moi j'aime toujours... parler un peu plus de la femme vivant avec handicap. Très souvent, on se rend compte que l'année passée, nous avons rencontré un enfant, c'est une fille, elle avait 8 ans. Jusqu'à 8 ans, elle était jamais allée à l'école. Du fait déjà qu'elle est avec handicap et du fait qu'elle soit encore fille ou femme. Donc, vous réalisez que le mépris devient encore un peu plus grave. Mais moi, je voudrais vraiment encourager toutes les personnes qui ont des femmes ou qui ont des filles, il faut les envoyer à l'école parce qu'une fille n'est pas seulement là pour avoir des enfants, pour être mère. Non, non, elle peut aussi faire beaucoup de bonnes choses. Donc, c'est juste un problème où il faut juste continuer encore à sensibiliser un grand nombre pour envoyer des filles à l'école. Il faut continuer à sensibiliser, c'est le travail que vous faites en tant qu'ONG par rapport à ce que vous avez comme action à mener. Tout à fait, alors, Nana, on va conclure. En résumé, le geste, qu'est-ce que vous attendez de la population quinoise, des bienfaiteurs? Qu'est-ce que vous attendez des parents qui ont des enfants sourds? Qu'est-ce que vous attendez de la société en général congolaise par rapport à votre ONG? Oui, c'est vrai, comme notre ONG se nomme Le Geste, comme je l'ai même si bien expliqué, c'est qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à constater un problème. Nous avons constaté que les enfants avec handicap, en particulier les sourds, ne sont pas encouragés ou ne sont pas aidés. Alors nous, en tant qu'ONG, nous voulons aider cette catégorie de personnes. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls parce que nous sommes butés à plusieurs problèmes. Entre autres de problèmes financiers, on n'a pas un financement fixe, on n'a pas des partenaires fixes. Et actuellement, nous sommes vraiment à la recherche de beaucoup de partenaires, des gens qui peuvent nous encourager. D'ailleurs, nous avons un projet aussi, un projet d'ici septembre. Nous voulons envoyer un grand nombre de sourds à l'école. Et ça, nous pouvons le faire, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous voulons vraiment frapper des portes un peu partout. C'est comme ça que je demande à toute personne de bonne volonté, des entreprises, des grandes entreprises qui sont à la RDC, s'ils peuvent vraiment nous aider à envoyer ces plus grands nombres de sourds à l'école. Cela va vraiment permettre à ce que cette catégorie de personnes puisse se retrouver un sourire. Et s'il faille qu'on vous contacte Oui, tout à fait. Actuellement, nous sommes dans l'enceinte d'une école. En fait, un membre de l'ONG nous a donné ces différents locaux. Donc, nous sommes dans l'enceinte de l'école Kuntouala. L'école Kuntouala, c'est juste à côté de l'église La Borne. Nous sommes sur l'avenue Marine, numéro 362. Donc, lorsque vous venez dans cette école-là et que vous demandez l'ONG Le Geste, directement, on peut vous recevoir. Mais aussi, nous avons certains numéros, en tout cas, pour toute personne qui peut nous contacter. Vous pouvez nous appeler au numéro 09 98 21 84 47. Je peux répéter, les 09 98 21 84 47. Donc, lorsque vous appelez à ce numéro directement, il y a un membre qui pourra recevoir l'appel. Merci Nana Samba d'avoir Nana Samba Ouindou, il faut toujours bien compléter le nom, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci également pour ce que vous faites par rapport à tous ces sourds qui attendent beaucoup de la société congolaise. Vous l'avez dit dans votre slogan, il suffit d'un geste du cœur
qui laisse une trace dans la vie de ceux-là qui ont réellement besoin d'aide. On espère que c'est un cri d'alarme qui va trouver un écho favorable de la part de la société congolaise. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa et partout à travers le monde. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Femmes. Samuel est heureux. Il est heureux parce que la nouvelle chaîne Nickelodeon est disponible en exclusivité en français sur CanalSat. C'est compris. Samuel est heureux parce qu'il profite aussi de tous ses héros favoris sur Télétoon+, ainsi que des nouveautés et des belles surprises de Disney XD. Magnifique ton dernier panier. Mais Samuel est surtout heureux pour sa petite sœur Christelle, qui trouve tous les programmes pour son âge sur Piwi+. Tu es prêt? Eh oui, nos chaînes préférées sont sur CanalSat. Alors n'attendez plus pour découvrir CanalSat à partir de 12 000 francs congolais par mois seulement. Contactez-nous au 444 555. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. La République démocratique du Congo possède 80 millions d'hectares de terres arables, dont 4 millions sont irrigables. Notre pays a un vaste réseau hydrographique et une diversité climatique offrant des conditions extraordinaires pour une grande variété de cultures. Nous disposons des ressources pastorales capables de supporter 40 millions de bovins et des ressources halieutiques pouvant permettre un approvisionnement annuel d'environ 700 000 tonnes de pêche. Nous avons de grands défis à relever. Sécuriser et moderniser les systèmes de production agricoles, mobiliser des investissements conséquents permettant la modernisation du pays, vaincre la malnutrition, mettre fin à l'insécurité alimentaire et réduire le niveau de pauvreté de la population. Notre pays a initié une dynamique nationale de modernité et une politique de croissance portée par un secteur agricole modernisé pour augmenter les productions à travers le pays. Nous avons mis en œuvre le Programme national d'investissement agricole et le Fonds d'innovation agricole qui est à la disposition des innovateurs, producteurs, fournisseurs et entrepreneurs dans les filières agricoles pour transformer durablement de vastes étendues de terres sous-utilisées en l'exploitation agricole rentable, utilisant les nouvelles technologies, dotées d'équipements et d'infrastructures de production modernes. Nous avons planifié un vaste réseau national de parcs agro-industriels à la hauteur de nos ambitions. À Bukangalonzo, notre projet pilote, une nouvelle cité agro-industrielle voit le jour. École agricole, centre de santé, infrastructures communautaires, logements, pistes d'aviation, routes, électricité, eau potable, communication numérique. Bukangalonzo est une industrie. Sa chaîne de production va de la terre à l'assiette du consommateur. La volonté du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, à moderniser le secteur agricole est matérialisée par l'action gouvernementale. Une agriculture ultra perfectionnée pour notre indépendance alimentaire, c'est le socle de la révolution de la modernité. Elle permet la création de milliers d'emplois et le bien-être de la population. Avec le Programme national d'investissement agricole, nous faisons du partenariat public-privé la clé de notre stratégie de développement agricole du pays. Comme le dit le président Joseph Kabila Kabange, le temps est venu pour transformer l'agriculture congolaise d'un secteur de subsistance en un puissant moteur de développement économique global. La révolution de la modernité, des choix novateurs pour un pays plus beau qu'avant, pour un Congo nouveau, un Congo émergent. Vous êtes passionné par le climat des affaires,
La température de l'économie nationale vous intéresse? Voici Invest Magazine. Invest Magazine, désormais le vôtre et dans vos kiosques. Un bimestriel bilingue de référence consacré au secteur d'investissement et de la vie des entreprises vous présente les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Dans ce premier numéro, découvrez le dossier sur le projet INGA, l'éveil du Congo, une révolution agricole avec ses parcs industriels et les villages agricoles, innovation signée gouvernement Matata Pognon. Makermwangu Famba prépare la relève du Congo de demain en investissant sur la formation de la jeunesse. La dédollarisation de l'économie nationale, effet d'annonce ou réalité, c'est Invest Magazine. Invest Magazine, la température du climat des affaires en RDC. Savon le coq, encore plus dur et dure plus longtemps. Célébration Ebenezer. Ebenezer, l'Éternel nous a secourus, il nous soutient et nous soutiendra toujours. Bien-aimés dans les seigneurs de Kinshasa et de Brazzaville, écoutez ceci. Venez et célébrons l'Éternel avec le frère Mike Kalambayi et le pasteur Moïse Mbiye. C'est dimanche 17 août 2014 à partir de 16h juste. Lieu, place de l'échangeur délimité. Notez bien, le prix du billet le jour du concert est à 10 000 francs congolais. Vous pouvez acheter en prévente par Airtel Money à 5 000 francs congolais au numéro suivant 099